Bonjour Chloé Hermary, salut Laurie Maurice, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Ça va super aussi, John. Bon, écoute, moi ça va bien, donc on va pouvoir commencer. Chloé, on est hyper content de te recevoir dans Sous les claviers de la plage. On va parler diversité et inclusion, mais pas que. On va aussi inévitablement parler de féminisme, puisque Laurie et toi vous revendiquez comme tel. Et comme tu es la fondatrice d'Ada Tech School, qui comme son nom l'indique est une école, je voudrais qu'on aborde tous ces thèmes avec le max de pédagogie. C'est important, parce que ces sujets sont loin d'être consensuels. Il semblerait qu'on soit entre woke. J'emploie ce terme à dessein, sachant qu'il est hyper connoté et urticant pour beaucoup de monde. Mon constat est simple, s'il y a un distinguo entre les woke et les autres, c'est qu'il existe un énorme enjeu de sensibilisation autour de tous ces sujets et, n'ayons pas peur des mots, un enjeu politique. La preuve, lorsqu'on les évoque, on se voit toujours obligé de se justifier, alors qu'au fond, on met simplement en lumière des luttes contre des inégalités et des réalités profondes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je fais donc amende honorable à l'antenne. J'ai longtemps eu un problème avec le féminisme. C'est un énorme paradoxe, car je ne m'en cache pas, je suis un mec de gauche, un entrepreneur de gauche, et en ça, je suis supposément attaché à la justice sociale et aux luttes contre les discriminations. Sauf que moi, quand on me parlait de féminisme, je ne comprenais pas pourquoi les droits des femmes primaient sur ceux de personnes victimes de discrimination liées à l'origine sociale, à la religion, à l'orientation sexuelle, que sais-je. Et en fait, j'ai mis un temps fou à comprendre le phénomène de convergence de lutte, autrement dit, que tous ces combats sont liés. Et je remercie Laurie, qui fait partie des personnes qui m'ont fait évoluer. Et je vais terminer ce tunnel d'intro par une superbe citation de la poétesse Audre Lorde, qui dit « Je ne suis pas libre tant que toutes les femmes ne le sont pas, même si leurs chaînes sont très différentes des miennes. » Vous en pensez quoi? C'est une intro en matière. Écoute, Incroyable. c'est bon, on peut terminer là, non? Ouais. Merci. Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoute, merci déjà pour l'intro de John, pour tout ce que tu as dit. C'est vrai qu'on est entre woke et parce qu'en fait on est entre personnes, je pense, éveillées à toutes les discriminations. Qu'est-ce que j'en pense? Bah oui, en fait, la convergence des luttes aujourd'hui, elle me semble d'autant plus importante. Et si tu veux, moi je vais revenir sur un point, c'est moi aussi, j'ai pas toujours été féministe. J'ai eu un problème aussi longtemps avec le féminisme, dans le sens où, plus jeune aussi, j'estimais que je me sentais pas forcément concernée par cette discrimination, je me sentais pas forcément moins bien traitée. Et puis c'est par la suite que j'ai pris conscience de ça. Donc en fait, voilà, c'est une émission de repenti aussi. Moi, quand tu dis j'ai pas toujours été féministe, moi j'ai justement, et qu'on parle de convergence des luttes, j'ai la chance d'être née plutôt privilégiée dans la société. Je suis blanche, je viens d'un milieu social privilégié. Ma seule, on va dire, balle au pied, boulet au pied, c'est d'être une femme. Donc je pense que j'ai mis plus de temps aussi à rencontrer les formes de discrimination et de normes que la société peut nous imposer. Donc c'est venu, moi ce que j'aime bien dire du féminisme, c'est que c'est un examen de l'histoire et de notre société, juste avec une paire de lunettes et une manière de disséquer nos rapports au regard du prisme homme-femme. Et se dire, alors en fait, dans la question de genre, qui a telle opportunité, qui a tel droit, qui vit une expérience sociale différente de l'autre. Et ce qu'on observe, c'est que les femmes ont une expérience sociale un peu moins protégée, un peu moins facile C'est bien dit. que les hommes. Mais du coup, je trouve que c'est un examen social et qui fait prendre conscience d'énormément de normes et d'énormément de freins que peuvent rencontrer les femmes. Et effectivement, quand on prend les paires de lunettes du racisme, la paire de lunettes de toutes les autres formes de discrimination qu'il y a dans la société, ou les autres formes de normes, moi je trouve que c'est très proche aussi du sujet de la norme, on apprend plein de choses. Et donc moi je suis un peu une polarde quand même, j'aime bien comprendre les choses, aller en profondeur, etc. Ouais. Et donc je suis devenue féministe le jour où j'ai commencé à ouvrir des bouquins, essayer de comprendre ce qui se passait. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était une étude assez passionnante, et je le vois plus comme ça en fait. Ok, merci. Écoute, je vais te présenter brièvement. Et ensuite, je vais vous laisser la main, puisque c'est quand même toi l'invité et tu es notre consultante chroniqueuse, Yes, Laurie Maurice. Alors Chloé, pour te présenter,
Tu es la fondatrice d'Ada Tech School, une école d'informatique lancée fin 2019, fondée sur la pédagogie Montessori. Dès ton plus jeune âge, tu es encouragée à l'excellence. Tu as confié dans une interview qu'un jour ton papa t'aurait dit, alors que tu étais en CE2 et que tu aimais faire des blagues apparemment. Je ne veux pas que tu sois le clown de la classe. Je veux que tu sois la première de la classe. Et j'ai fait mes devoirs. Ah, t'as hyper bien fait tes devoirs. Donc, cette injonction t'incite à être une élève modèle. Voilà. Tu cartonnes au lycée. Classe préparatoire au lycée Stanislas à Paname, où sans entrer dans les détails, tu traverses une période très difficile. Tu persévères. Et bim, HEC. J'imagine que le papa est fier. Ouais. Après une brève incursion dans la finance où tu ne trouves pas le sens de ce que tu recherches, tu bascules vers l'entrepreneuriat, tu cofondes une première boîte. Et c'est en discutant avec une amie professeure que germe l'idée d'Ada Tech School. Ton ambition, créer une école Montessori pour adultes, vectrice d'inclusion et dans un domaine où les femmes sont sous-représentées. Grâce à une communication ciblée et des partenariats avec des associations qui promeuvent la tech chez les jeunes filles, ton école compte aujourd'hui 70% d'élèves de sexe féminin. Consciente du fossé entre l'éducation traditionnelle et l'évolution rapide du monde, notamment sur le plan technologique, tu mets en place une pédagogie axée sur l'apprentissage continu et la pensée critique. Contrairement à d'autres écoles, Ada Tech School privilégie la présence de profs pour accompagner les élèves hautement sélectionnés. Je parle des profs, mais les élèves aussi probablement. Et récemment, tu as levé 3 millions d'euros pour affiner les contenus méthodologiques, affiner la formation des profs et dupliquer le campus de Paris dans d'autres villes comme Nantes et Lyon. Chloé, comment est-ce que ton parcours personnel a façonné ton engagement ? Alors, ça, comme je le disais, et comme tu le décris, je viens quand même d'un milieu privilégié. J'ai fait des études qui m'ont donné des badges sur ma chemise qui me permettent de... pas dire que j'ai vécu de l'exclusion quand même dans ma vie très profondément et je m'en réclamerai pas. En revanche, première chose, ça m'a donné un sens du devoir. On parle un peu de mes parents qui ont ce côté un peu à me pousser à être une première de classe. J'ai aussi une éducation avec un très fort sens du devoir et du fait de rendre l'appareil et que je vais utiliser une citation de Spider-Man, mais with great power comes great responsibilities. Écoute, je suis un grand fan et je la sors en français moi par contre. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Ensuite, après, comme tu l'as évoqué, j'ai un parcours de bon élève, mais qui, en classe préparatoire, s'est heurté à tomber un peu dans un environnement d'excellence, mais où on va dire la culture d'apprentissage, d'environnement aussi, de collaboration avec les élèves m'a vraiment pas plu. J'ai été harcelée là-bas. J'ai été en difficulté même scolaire à Stanislas. J'étais dernière de ma promotion pour la première fois de ma vie. Et c'était très lié en fait. Et ça aussi, je l'ai vécu en finance quand j'étais dans un environnement où j'étais pas bien, où assez régulièrement, on me faisait des commentaires sur ma façon de m'habiller, des petites moqueries, etc. Ce que j'ai appris, c'est que quand on est dans un environnement qui ne te met pas dans des conditions de confiance en toi, dans des conditions de succès, en fait, tu ne réussis pas. Et il y a un phénomène d'autodestruction, en fait, qui a lieu. Et donc, du coup, moi, ça, c'est quelque chose qui... m'a donné envie de réfléchir. Justement, je trouve qu'aujourd'hui, si on projette ça à l'orientation et au monde professionnel, avoir des gens qui sont dans un endroit pas épanoui, pas conscients de leur qualité, je pense que c'est un formidable gâchis économique, un formidable gâchis humain, un formidable gâchis social. Et je trouve qu'il faut recréer des espaces où les gens peuvent réinventer qui ils sont, retrouver des nouvelles compétences, retrouver de la confiance en eux et en elles, et retrouver une place dans la société et dans le monde professionnel qui les valorise et où du coup ils peuvent contribuer. Ça, c'est ma mission. Ok. Toi aussi, Laurie, tu as un engagement qui est fort. Je te pose la même question. Yes. Tu vois, c'est rigolo puisque moi aussi, la prépa, ça a été un vrai déclic parce que moi, j'étais très bonne élève à l'école, mais j'étais en banlieue, milieu privilégié, mais voilà, banlieusarde quoi. Et en fait, j'arrive en prépa en Hippocagne dans le 16e. Et en fait, pour la première fois de ma vie, c'est moi qui suis discriminée, quoi. Et je me prends une claque dans la gueule puisque je pensais pas. Moi, qui viens d'une bonne famille, avec des sous, blanche, enfin, tu vois, voilà. Et là, ça a été...
Ça a été une année très, 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 très difficile parce qu'en fait, tu vois le gap et c'est là où je prends conscience. Et puis après, je me lance dans des études de journalisme et je crois que je commence à mettre mon nez dans la socio. Tu vois, dans la sociologie, à m'intéresser au pourquoi du comment, à comprendre aussi les dynamiques familiales. Et là, je mets les lunettes du féminisme. Et en fait, je comprends qu'en fait, c'est pas forcément moi le problème, qu'il y a un système autour de ça et qu'après, faut jouer avec ça et savoir comment tirer son épingle du jeu. Et après, en fait, l'idée, c'est d'aller... en fait, de ne pas être une pick-me et pas de se dire, vas-y, moi, je suis une meuf qui a réussi à s'en sortir. Mais c'est de créer un contexte favorable pour que toutes et tous, on se sente bien. En fait, moi, mon féminisme, il est là. C'est que j'ai envie à la fois que les nanas puissent choisir d'être celles qu'elles veulent, mais que les mecs aussi, quelque part, puissent être ceux qu'ils veulent. En fait, qu'on soit libre. Et ça passe par donner confiance et créer un cadre favorable aux femmes. Ok, en fait, du coup, là, on parle d'inégalité. Il y en a évidemment dans le monde de la tech. Quelle réponse Ada Tech School y apporte ? En fait, moi, le constat que j'ai fait, alors tu l'as dit, je viens plutôt d'une formation commerce, etc., business. Je suis tombée dans la tech vraiment par hasard en découvrant ça comme plutôt un secteur d'opportunité et en fait de transformation pour le futur. Et quand on commence à s'intéresser au secteur, il y a quand même un truc un peu bizarre. C'est que derrière ce secteur qui parle de progrès, qui parle de futur, qui se déclare assez au devant, en fait, justement, des nouvelles idées progressistes, etc. En fait, on y découvre un petit peu un système millénaire où on y voit surtout des hommes blancs, surtout issus justement à nouveau de milieux privilégiés, plutôt de très bonnes écoles. On y retrouve aussi à nouveau cet ADN que je pense on décrit en prépa, très performative, compétitive, très technique, déconnectée de l'humain, etc. Et moi, en fait, ça m'a juste interpellée de me dire, on est en train, en fait, pour le futur, on va répliquer at scale toutes les erreurs qu'on a faites par le passé. Et donc, pour moi, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de permettre à d'autres personnes d'intégrer ce secteur par pur enjeu démocratique. Bon, on peut parler après des biais, des sujets, etc. Et puis ensuite, il y a un enjeu vraiment éthique. Je le lis assez... je le lis au fait que plus il y aura des personnes diverses, plus on proposera des solutions qui me semblent être proches de ce dont la société et l'humanité a besoin. Mais il y a aussi ça, c'est que la tech soit au service en fait de nos enjeux de société et pas que d'enjeux économiques, purs, capitalistes. Et donc moi c'est ça que j'ai eu envie, c'est de raconter un nouveau standard tech, un nouveau standard sur les talents, sur la performance et du coup aussi sur l'innovation qu'on va proposer derrière ces nouveaux standards. Ok, hyper clair. Créer des structures inclusives est quand même un défi quotidien. Laurie, on sait qu'il y a une sous-représentation des meufs en ESN et a fortiori dans les métiers du dev. Comment fait-on pour que l'inclusion ne soit pas un simple discours, mais une réalité ? Ouais, sur 100 devs, tu as 17 meufs, donc c'est quand même pas ouf. Et comment on fait ? Je vais pas te l'apprendre, John, mais je pense qu'on met en place des actions concrètes. Nous, ce qu'on a fait chez Shodo, c'est qu'on a d'abord créé un cercle en non-mixité, parce que pour moi, ça me tenait à cœur d'aller demander aux personnes concernées ce qu'elles ressentaient et puis ce dont elles avaient besoin. Tu vois, parce que moi, certes, je suis une nana, mais je suis pas dans le dev et je connais pas le terrain, autant qu'elles, quoi, qui elles sont sur le terrain. Et ça a commencé par là. Et en fait, ça a été une sorte d'audit, aussi une façon de savoir si tout se passait bien, ce qui est quand même important, mais une sorte d'audit pour savoir comment on pouvait répondre, en fait, à un besoin d'équité. Parce que tu vois, chez Shodo, quand John et Guillaume ont créé la boîte, c'est deux gars, tu vois, donc ils ont déjà une envie de créer un modèle social et qui l'était, mais ça n'avait pas forcément attiré de meufs.
Tu vois, il y avait toujours ce truc-là. Alors que le modèle était quand même hyper avantageux, novateur, il n'y avait pas de meuf. Et tu penses pourquoi ça ? Mais je pense que parce que si tu ne mets pas en place des mesures d'équité, les nanas ne viennent pas. Surtout dans un milieu de la tech qui est vraiment pas... c'est pas accueillant, quoi, tu vois. Donc en fait, quelque part, si tu ne fais pas des actions pour aller dire, chez moi, tu vas être considéré pour ce que t'es, et je vais pas te demander de t'adapter, de rentrer dans un moule. Et bah en fait, de toute façon, ça a été le cas. Hein. Regarde, on a mis en place des mesures de la sororité en 2 ans. On a triplé l'effectif féminin et en fait, la première année, on a doublé le nombre de candidatures féminines, tu vois. En fait, il y a un sujet de signal, c'est que tu as envie d'aller dans un endroit où tu te sens accueilli et ça commence par le fait de dire que tu accueilles ou que tu as envie d'attirer ces personnes-là, quoi. C'est ça. Là, hier, tu vois, j'ai assisté au lancement d'un livre sur le guide de la déconstruction du sexisme en entreprise. Et en fait, tu vois, j'ai discuté avec une nana qui disait que à partir du moment où tu mettais tes annonces, tes posts, en fait, et que tu mettais le titre de ton poste au féminin, masculin-féminin, ça triple le nombre de candidatures de meufs, tu vois. Et c'est quand même... On n'est pas non plus sur une dinguerie en termes de changement, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il faut passer à l'action et en fait, pour ça, il faut avoir des convictions et savoir comment répondre aux besoins des personnes concernées, quoi. Est-ce que, en vraiment 2 minutes, pour les personnes qui les connaissent pas, et il y en a a priori beaucoup, est-ce que tu pourrais pitcher ou mettre en avant 2-3 mesures un peu phares que vous avez mises en place avec le cercle féminin chez Shodo ? Alors, avec la sororité, on a mis en place une cagnotte de congés menstruels. Shodo donne 10 jours par personne menstruée. Voilà, on met ça dans une cagnotte et les personnes menstruées peuvent aller piocher à l'intérieur, voilà, au besoin. Donc ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, en fait, voilà. Et on s'est dit que c'était de l'équité même entre nous toutes, entre toutes les personnes qui en ont besoin, puisque certaines n'ont pas besoin de jours quand d'autres ont besoin de plusieurs jours, tu vois. Et en fait, ça s'équilibre. Et tu vois, sur la centaine de jours mis à dispo, t'en as qu'une dizaine qui ont été pris. Donc ce qui balaye quand même pas mal l'argument de l'abus. On a ça, on a le retour allégé, adapté après un congé mat, ce qui est quand même important parce que, je te l'apprends pas, mais les femmes quittent la tech 2 fois plus que les hommes au bout de 10 ans de carrière. On peut légitimement estimer que la maternité est quand même une petite raison valable. Et on a voulu vraiment s'attaquer à ce pan-là aussi pour pouvoir répondre à certains besoins. Et puis, ce qu'on a mis en place, et ça c'est une très belle mesure pensée par Guillaume d'ailleurs, c'est la prime compensatrice de congé parental. Où en gros, si le coparent de la salariée Shodo, donc qui revient après son congé mat, décide de prendre un congé parental qui est actuellement rémunéré 400 balles par la CAF, s'il décide de prendre le coparent un congé parental, alors Shodo lui paye 1 mois de salaire. Ok. Tu vois, pour le coup, mon mari a pu en profiter, donc merci Shodo, c'était vraiment terrible. et tu vois, c'est un exemple tout bête, mais voilà, ça a été assez efficace pour partager la charge mentale. À l'heure actuelle, je vais te dire, c'est pas moi qui prends les rendez-vous médicaux pour notre fils, c'est pas moi qui m'en charge, alors que 80% des femmes prennent les rendez-vous pour les enfants. Ouais, je pense que la mesure la plus féministe qu'on peut ici imaginer, c'est le sujet du congé second parent. Alors dans les couples, comme on parle féministe, on pense aux couples hétérosexuels, mais c'est en fait, il y a on se rend pas compte, mais il y a énormément d'implications économiques aujourd'hui au pouvoir des femmes économiques dans le fait qu'elles assument en fait la maternité et les premiers mois de l'enfant, le congé maternité, du coup la charge souvent de l'enfant, du coup souvent après qui devient la charge des tâches ménagères, du coup souvent en fait qui est du temps non rémunéré qui est pris souvent sur le temps de travail rémunéré. Ce qui fait aussi souvent que les femmes, du coup, après, accumulent un salaire qui va être des primes salariales qui vont être plus retardées. Donc, le jour où quelqu'un doit s'arrêter, c'est les femmes qui s'arrêtent. Enfin, c'est assez incroyable les conséquences, l'effet domino, en fait, du congé maternité. Et du coup, en fait, à quel point la charge de la venue d'un enfant au monde, quand elle est partagée, peut avoir des implications d'équité assez importantes, quoi. Et en plus, là, voilà, on parle de langue des femmes, mais je pense aussi que le congé second parent a aussi beaucoup de valeur pour le second parent, en l'occurrence. Bien sûr. Bien sûr. Oui, alors
Laurie, tu as parlé des mesures qu'on a mises en place chez Shodo. On reste néanmoins pas une boîte parfaite et il y a plein d'entreprises qui ne sont pas suffisamment inclusives. Comment est-ce que, Chloé, on prépare les meufs chez Ada Tech School qui se reconvertissent dans l'info? Comment est-ce qu'on les prépare à intégrer des boîtes justement où l'environnement il est peut-être un peu... Je voudrais juste dire un truc par rapport à ça. On a évoqué on a utilisé le mot woke au début. On a parlé du fait que c'était urticant. Moi, je pense qu'il y a une des raisons à ça, c'est que le problème qu'on peut avoir, nous les woke, c'est le niveau d'exigence qu'on peut avoir sur l'inclusion, en fait. C'est quand tu es très formé, très renseigné, tu vois énormément de choses qui se passent et... on peut te opposer que en fait ça c'est, et même à Ada on nous l'oppose quoi, que ceci n'est pas assez, que en fait en faisant ça on a une posture potentiellement dominante, etc. Et donc je voudrais juste dire un truc, c'est que vous n'êtes pas parfait chez Shodo, personne n'est parfait, c'est déjà bien en fait, et la déconstruction commence par se poser ces questions là, par se regarder, par tester des choses. Il y a des choses qui marchent dans une organisation qui ne marchent pas dans une autre, etc. Donc voilà, moi je suis vraiment aussi dans une démarche et dans une promotion qu'il faut tester. Voilà, on fait des erreurs, mais on n'est jamais parfait sur l'inclusion. C'est quelque chose d'éminemment difficile. Je suis hyper d'accord. Voilà. Et je crois que c'est un peu le propre même de l'inclusion, c'est toujours de se remettre en question. Mais comme tu disais, tu vois ta citation au départ, en fait, c'est toujours d'aller se remettre en question, de toujours aller capter les biais qu'on a et de pas être, en fait, attendre trop d'exigences pour passer à l'action. Je crois que c'est le meilleur moyen de rien faire. Oui, exactement. Et donc, en fait, y aller petit à petit. Et du coup, par exemple, dans le cas de comment on prépare nos apprenants et nos apprenantes, en fait, moi, j'ai vu des entreprises qui avaient très peu de politique de diversité et d'inclusion, mais qui ont dans leur culture une approche managériale potentiellement vraiment justement tournée vers l'échange, l'écoute, le respect managérial, par exemple des entretiens 360 qui vont conduire des processus de recrutement en fait, qui sont extrêmement normés et donc du coup potentiellement débiaisés, etc. Donc en fait, on n'a pas forcément besoin d'une politique de diversité et d'inclusion, même si c'est bien parce que ça aide pour définir des objectifs. Et donc du coup, ce qu'on conseille à nos apprenants et nos apprenantes, c'est surtout en fait de choisir des managers. La première chose, c'est de choisir des managers parce que c'est des personnes qui vont vous accompagner, c'est potentiellement des personnes qui vont vous protéger, c'est des personnes qui vont faire évoluer l'organisation avec vous. Donc de choisir une équipe avant de choisir potentiellement justement des phrases, des missions, etc. Voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant dans le sens où, oui, tu n'as pas besoin d'avoir un management féministe pour bien manager. Je suis assez attachée à ce truc-là, justement, mais je pense que tu vas en parler après, John. Ouais, alors, je pense qu'il y a une forme de consensus sur le constat. Après, moi, je voudrais qu'on s'intéresse quand même aux freins qui sont systémiques, liés à la diversité et l'inclusion. Et je vais vous proposer de regarder la pub Nike Dream Crazier, rêvons plus fou pour les non-anglophones. Et moi qui me fous les poils à chaque fois. Et on revient ensuite. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's super, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical or rational or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do.
Ils sont forts, ces Américains. Ah. On a reconnu la voix de Serena Williams. Donc moi, comme prévu, j'ai les poils. Moi aussi. Alors pourtant, à côté de ça, des gens soutiennent que go woke, go broke, ce qui veut dire qui devient woke devient fauché. Avec notamment Mark Zuckerberg, qui a récemment affirmé qu'il fallait, donc je cite, plus d'énergie masculine. Chloé, quelle réponse peut-on lui apporter en restant pédagogue, sachant que tu peux plaider le 5e amendement? Je réponds à Marc ou je réponds à la pub ou Tu réponds à Marc, puisque a priori, je pense que... Il n'est pas en phase avec la pub. Il n'est pas en phase avec la pub, et je pense qu'il y a quand même deux mondes qui ont une vision assez opposée du sujet. Ouais. Bah, mais c'est un peu aussi avec ce sujet de fait d'être éveillé, en fait, je sais même pas en fait par quelle boule prendre. La première chose, c'est moi ça me désole en fait de voir le fait de pas réaliser en fait ce qui est à l'œuvre justement sur le sujet des freins, sur ce qui est décrit dans la pub, justement que en fait chaque femme qui s'énerve, chaque femme qui réussit, on lui trouve toujours une forme de frein. Et ça, parfois, on peut l'entendre quand même, cette idée que en fait, je l'entends encore aujourd'hui, quoi. C'est pas vrai, en fait, les femmes n'ont pas plus de freins. Aujourd'hui, l'égalité, on l'a atteint, etc. Et c'est un peu ce que dit aussi Mark Zuckerberg. C'est en fait, on s'en fout. On n'a pas envie de parler de genre, on n'a pas envie de parler d'égalité, on n'a pas envie de parler d'équité. C'est pas un sujet. Et par ailleurs, en fait, il va même plus loin en disant on ne doit pas plus ouvrir la porte aux femmes, on doit surtout davantage ressembler à ce qu'on... au système d'oppression auquel on a ressemblé pendant ces années. C'est ce que je disais en intro, c'est qu'on est à un moment ou un autre dans la chaîne rhétorique obligé de se justifier. Mais il y a un problème de sensibilisation et Laurie, est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Moi, je pense que quelque part, tu vois, c'est l'illustration vraiment du système patriarcal et de domination des hommes qui s'exprime quand Mark Zuckerberg il dit qu'il faut mettre plus d'énergie masculine. Enfin, ce mec-là, il a fait des pompes et maintenant il a des gros piscotos, mais je pense qu'il y a 10 piges, c'était pas le même mec, quoi, tu vois. Et je pense que lui, l'énergie masculine qu'il défend aujourd'hui, c'est pas celle qu'il a toujours eue et je pense que ce mec-là, aujourd'hui, c'est la broligarchie, quoi. Tu vois, en fait, on est des mecs qui prennent un peu leur revanche, des geeks qui ont l'impression d'avoir conquis le monde et qui l'ont fait d'ailleurs. Mais en fait, voilà. Mais je pense que, tu vois, on est limite sur des mecs que le virilisme a cassé. Et maintenant, qui se revendiquent d'un truc hyper... parce qu'ils correspondent maintenant aux normes, entre guillemets, qu'ils ont imposées. Et en fait, tu vois, la violence faite aux femmes, et c'est quand même le truc qui est le plus répandu dans le monde, quoi. Enfin, tu vois, et les droits des femmes, c'est quelque chose qui sera, pour preuve, qui est toujours remis en question. Et je pense que, ouais, c'est assez agaçant et inquiétant qu'aujourd'hui on puisse remettre ça sur la table, parce qu'en fait t'as l'impression que c'est une boucle sans fin. Ouais. Et que en fait même ceux qui ont été les oppressés de la boucle aujourd'hui se revendiquent comme les oppresseurs. Enfin, c'est assez infernal et en fait je pense que demain ils verront bien que se passer de la moitié de la population pour faire mettre au point leur solution, ça va, à mon avis, même être eux les premiers touchés, tu vois. Ouais, moi, je suis d'accord, il y a ce sujet, en fait, complètement fou de déni, en fait. Et puis moi, il y a quand même... Donc ça, on va dire, c'est regarder vers le passé et dire non, mais c'est complètement faux ce que vous êtes en train de raconter. Mais en fait, ce qu'il raconte, c'est aussi une histoire du futur, qui est une histoire dans laquelle, ce qu'il veut dire par masculine énergie, c'est il veut plus qu'on parle d'émotion, il veut qu'on parle de performance. C'est ce que raconte aussi Musk sur le fait de plus avoir il faut travailler jour et nuit, etc. En fait, moi aussi, ce que je m'interroge, c'est quel est le futur qu'ils ont envie de construire, et j'arrive pas à voir en quoi ce futur... Désirable. Ouais. Ni désirable, ni maintenable, mais pour, honnêtement, 99% de la population. Ouais. Je pense que, honnêtement, moi, j'arrive même pas à comprendre comment... quel est le pitch
de ce futur et en quoi il nous donne envie d'y aspirer en fait. Je veux bien qu'il y ait un côté urticant, enfin voilà, peut-être qu'on se dit qu'on y a perdu de l'énergie, trop de débats, blablabla. Enfin vraiment, je peux le comprendre, le déni je le comprends pas, et alors surtout cette aspiration du futur, j'ai vraiment du mal à la comprendre. Et quelle est la boîte qu'ils vont construire qui va vraiment plaire aux gens? Enfin, quelles sont les solutions qu'ils vont créer demain, qui vont plaire aux gens, si en fait ils partent de ce pied-là? J'arrive pas à le saisir en fait. En fait, un des freins, à mon sens, qu'on rencontre dans le monde pro, c'est qu'on a une culture qui est établie sur la méritocratie. Dans le sens que on va, quand on recrute, on va privilégier les meilleurs profils à l'instant T. Et problème, dans mon secteur à moi, statistiquement, les très bons devs sont souvent des mecs et moins souvent des meufs. Que répondre aux gens qui pensent que le talent prime? Alors attends, mais moi j'ai une étude incroyable là-dessus. C'est une chercheuse du MIT qui l'a partagée et qui dit que, en fait, quand elle ship son code, donc par exemple sur Git de manière anonyme, quand il est non anonymisé, donc on sait que c'est une femme, il a tendance à être ultra review, commenté, refusé, etc. Quand elle la poste, elle le ship de manière anonyme, son code a tendance à être 5% de fois plus validé et juste. Et donc, il y a un phénomène dans l'histoire qui s'appelle l'effet Mathilda. C'est que le travail des femmes est systématiquement minimisé, diminué, voire spolié par en fait leurs homologues masculins. Et donc il y a quand même une question de quand quelque chose est apporté par une femme, on a vraiment beaucoup plus tendance à le dévaloriser, à l'illégitimer. Et donc quand même j'interroge ce sujet de... Je suis pas sûre que moi les bons devs sont souvent plutôt des hommes, c'est juste que on a vraiment un sujet de perception en fait. Alors ça je l'entends complètement. Après je parlais vraiment en loi des nombres, en volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu es une entreprise t'es chaudo, tu te dis ma spec c'est de recruter des experts. Il se trouve que statistiquement tes candidats ça va être des mecs. Et donc en fait l'écueil auquel on se retrouve confronté, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de faire une forme d'affirmative action, donc de quota. Et en fait, c'est pas évident pour tout le monde à comprendre. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Mais les quotas, c'est comme la non-mixité, je crois que ça fait réagir de fou. Mais en fait, je crois qu'à partir du moment où on arrive à expliquer, et je pense que c'est notre force, toi et moi, Chloé, c'est que on arrive quand même à se faire entendre par le plus grand nombre et quelque part à les convertir. Comme disait John au début, t'as les personnes qui sont quand même sensibilisées mais pas encore déclarées. Tu vois, le truc des quotas, c'est simplement d'aller se dire, au départ, quand tu commences la course, sans tout le monde, à un moment donné, est-ce que vraiment tu es vraiment sûr d'être le meilleur parce que tu as enlevé la moitié de la population? Et en fait, le truc des quotas, c'est d'aller juste repartir de zéro et de refaire un peu les règles, quoi, tu vois. Et en fait, pour ça, tu es obligé d'aller dans l'affirmative action, de dire, vas-y, maintenant, je vais mettre de l'attention pour aller recruter des meufs d'un bon niveau. Ça va être plus dur à aller trouver parce qu'il y en a moins. Tu vois, des Kaiser, voilà. Il y en a moins que les mecs parce que, je crois que je suis pas super bonne en maths, mais j'ai l'impression que, ça s'explique. Et ouais, je pense qu'à un moment donné, le quota, c'est une très, très bonne solution pour aller remettre un peu d'équité. En fait, c'est des mesures correctives. Tu t'évoques le fait que quand tu recrutes un senior, il n'y a plus de femmes. Mais en fait, ce qu'on vient de se dire, c'est qu'une femme sur deux... Enfin, ça, c'est une étude d'Accenture. Une femme sur deux quitte la tech dans les 10 premières années de sa carrière. Donc en fait, évidemment que dans les 20... si tu recrutes quelqu'un de 20 ans d'expérience, il n'y a plus que la moitié déjà du pipe des femmes, quoi, du vivier. Et donc en fait, c'est une mesure corrective. Donc peut-être que tu vas aller récupérer celles qui se sont arrêtées avant de s'arrêter dans leur carrière. Tu vas les accompagner, tu vas les former, tu vas faire en sorte qu'elles partent pas, en fait. Donc par toutes soit les mesures en fait de rétention, soit par les mesures d'attractivité, soit par les mesures de montée en compétences. Et là, tu vas corriger des phénomènes que tu as envie de contrebalancer. Et pourquoi tu vas le faire? Moi, je pense que, à nouveau, on revient à ce que
pourquoi moi je trouve que c'est désolant ce que Zuck raconte sur l'énergie masculine. Pourquoi en fait tu as besoin d'avoir des femmes seniors dans ta boîte? Bon, déjà parce que plus tu as des femmes seniors, plus tu vas avoir des femmes juniors, plus tu vas avoir de la parité dans des équipes. Il y a vraiment un effet, il y a un effet cercle vertueux. Et pourquoi on a besoin d'équipes mixtes? On a besoin d'équipes mixtes parce que déjà, c'est franchement plus agréable de bosser dans un environnement qui est équilibré, qui est divers. Pour ceux qui l'ont jamais connu, peut-être que ils se disent non, mais on est très bien entre couilles. En vérité, on est quand même souvent mieux avec des gens qui sont différents autour de la table. On pense mieux, on innove mieux. Désolée, j'arrive avec tous mes grands renforts d'études, mais bon, de temps en temps, il faut... une étude du BCG, c'était en 2020, qui disait que les entreprises qui avaient des équipes plus mixtes avaient des revenus d'innovation qui étaient 20% plus élevés que les équipes non mixtes. On innove mieux, on pense mieux, on garde les gens parce qu'ils s'y sentent mieux. Et pour le futur, je pense qu'on a quand même une forme à nouveau de responsabilité quand même dans la tech. Il faut se dire qu'on est en train de mettre sur le marché des solutions logicielles qui scale, qui influencent la vie de milliers, de millions, de milliards d'utilisateurs quand on pense à Meta. Et qu'en fait, on a une responsabilité envers l'humanité, que ces solutions elles soient démocratiques en fait. Et que pour que ces solutions soient démocratiques, il faut que on ait de la diversité autour de la table, sinon on y fout une tonne de biais et c'est encore pire avec l'IA. Non mais je suis d'accord. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, moi j'ai une réflexion que j'ai en tant qu'entrepreneur. J'ai personnellement la conviction que le bien-être produit de l'engagement, que l'engagement favorise la productivité et que la productivité engendre la performance, mais au sens robustesse du terme. Maintenant, comment est-ce qu'on maintient le bon équilibre entre bienveillance, exigence et même ambition? Moi, je trouve que c'est une question hyper difficile. Moi, je dis qu'il y a un levier qui est un levier d'inclusion, un levier de performance. C'est la formation. Et la formation, ça se définit avec des objectifs pédagogiques, de résultats, d'atteinte de ces résultats. On se rappelle de quand nous, on nous apprenait quelque chose, on nous demandait des notes, on avait des évaluations à la fin. Donc former, c'est pas être un bisounours. Former, c'est attendre quelque chose de quelqu'un. Par contre, former, c'est laisser la chance à cette personne de pouvoir atteindre un niveau d'attente, un niveau d'intégration, un niveau de progression aussi au sein de l'entreprise, parce que le sujet du plafond de verre des femmes, c'est un sujet de progression. C'est en fait elles sont bloquées à certains endroits. C'était la falaise de verre après. Et donc, je vous laisserai expliquer ce que c'est la falaise de verre. C'est en fait, c'est quand tu vas placer une nana à un poste critique, et comme ça, c'est elle qui va être le fusible, tu vois. C'est ça la falaise de verre. Je connaissais le sujet du fusible, mais et donc du coup voilà, je pense que le sujet de formation, former quelqu'un, c'est lui définir des objectifs, c'est lui donner les chances d'atteindre ses objectifs. C'est absolument pas être un bisounours. Par contre, c'est donner des chances équitables. Et pour moi, c'est le meilleur levier d'inclusion. Et quand on pense à la tech, il y a cette idée de, justement, on est des boîtes qui prônent la progression, qui prônent la croissance, qui prônent le fait de produire des nouvelles choses. Mais quoi de mieux que la formation, en fait? On devrait former les gens. Enfin, c'est... Voilà. Ouais, puis l'inclusion, c'est aussi quand même une façon de... Moi, c'est ce que je porte souvent comme message, c'est un investissement. Tu vois, parce que quand les femmes se tirent avant leurs 10 ans de carrière, en fait, ça veut dire que tu as investi, toi, en tant que boîte, dans les talents féminins, et puis après, elles se barrent. Enfin, quelle perte d'argent, tu vois. Et quelque part, oui, je pense que c'est d'aller former, de donner des objectifs, évidemment, tu vois, parce que en fait, quelque part, tu as besoin de ça pour savoir où tu dois aller, ce que tu dois atteindre. Mais l'inclusion, c'est aussi de se dire que, de le voir quand tu es chef d'entreprise, de le voir comme un investissement, quelque chose qui va te rapporter, que c'est pas une perte de sous. Faut mettre des sous, ça coûte de l'argent, bien évidemment, au début. Mais après, ça te rapporte. Et je pense que pour le coup, Shodo, on est quand même un peu... je touche du bois pour que ça continue, tu vois, mais on est quand même un peu l'exemple de... Enfin, que ça fonctionne, quoi, tu vois. On se rapproche de la fin, Chloé. Éveiller les consciences, c'est un très long chemin qui est parfois décourageant.
Chloé, tu as retiré le mot féministe de ta page d'accueil de Ada Tech School. Tu l'as vu ou parce que je l'ai dit? Je l'ai lu. Je l'ai lu. Et je te cite, tu l'as fait de guerre lasse. Ouais. Laurie, toi, quand tu mentionnes la diversité et l'inclusion de tes prises de parole sur LinkedIn, tu es parfois la cible de mascu. Comment on fait pour crack ce putain de système? Moi, je pense que pour faire bouger les choses, on a besoin d'énergie. On est toutes et tous des agents du changement. Pour être des agents du changement, il faut savoir gérer son énergie. Donc, je trouve que de temps en temps, il faut savoir revenir parmi les siens et la protection, et de temps en temps ressortir du bois et se battre. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est une technique. Ouais. C'est d'alterner entre des phases de conquête et des phases de préservation. De préservation. De régénération. Voilà, exactement. Et de changer aussi de méthode. Et de parfois, je vous avoue, je pense qu'on ne peut pas changer tout le monde. Non. Il faut savoir contourner certains obstacles plutôt que d'essayer de tous systématiquement les défoncer ou les enjamber. Ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. On ne pourra pas changer tout le monde. Enfin, voilà, il faut oublier un peu l'effet parfait de l'inclusion et s'adapter progressivement, tendre à quelques petites victoires. Ouais, je pense que c'est un peu le truc, c'est de se contenter de chaque petite victoire. Parce que le militantisme, enfin le burn-out militant existe. Et franchement, je pense que c'est peut-être un truc que tu as pu expérimenter aussi un peu, tu vois. Genre, ça arrive, c'est épuisant. De se préserver, c'est indispensable. Et pour le coup, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de toujours essayer de remettre en perspective ce qui se passe. Tu vois, c'est toujours d'aller chercher une explication et de moi-même me montrer tolérante face aux intolérants. Oui, l'empathie. L'empathie, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Et je crois que c'est un peu comme ça qu'on peut aller craquer le système. Je suis vraiment d'accord. Et à nouveau, on parlait d'urticant. Et je trouve que quand on devient urticant, c'est qu'on a arrêté de s'écouter. Nous, vraiment, l'inclusion, c'est quand même méga difficile. C'est des gens très différents qu'on essaye de faire se parler, fonctionner ensemble, etc. Alors que par essence, ils sont différents. En fait, la racine de l'inclusion, c'est l'empathie, c'est le fait de réussir à s'écouter, respecter le point de vue de l'autre. Et donc, on ne peut pas faire dans l'inclusion en n'étant pas cette espèce de démarche de je t'écoute et moi, je fais l'exercice de tolérer ou de comprendre d'où tu me parles, en fait. Écoutez, je pense que ce sont de belles paroles sur la base desquelles on peut se quitter. Je vous remercie pour l'échange. Merci John. J'espère que vous avez kiffé. Merci Chloé pour avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci à vous. Yes, et merci Chloé. Laurie. À bientôt. Salut. Salut.